Regardez vos mains. Ces atomes de carbone, d'oxygène, d'hydrogène qui composent votre peau, vos os, votre sang ont été forgés dans le cœur d'étoiles mortes il y a des milliards d'années. Avant la Terre, avant le Soleil, avant tout ce que vous connaissez. Et cette planète sous vos pieds, cette roche bleue que nous appelons la Terre, n'a pas toujours été là. Elle n'a pas toujours été bleue. Elle n'a pas toujours été vivable. Il fut un temps où elle n'existait tout simplement pas. Et comprendre comment elle est passée du néant absolu à ce monde complexe, vivant, respirant que nous habitons aujourd'hui, c'est peut être l'histoire la plus extraordinaire que la science ait jamais racontée. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir ce que peu d'enseignants expliquent vraiment, comment un nuage de gaz et de poussière invisible est devenu une planète solide en quelques millions d'années seulement. Comment la Terre a failli ne jamais exister. Comment elle a été frappée par un objet de la taille d'une planète entière, et comment cet impact cataclysmique a créé notre Lune. Comment des océans entiers sont apparus depuis l'espace. Comment une atmosphère de poison pur s'est transformée en l'air que vous respirez en ce moment même. Et comment, à chaque étape de cette histoire, la vie aurait pu ne jamais apparaître. Il a suffi que les choses se passent légèrement différemment pour que vous ne soyez pas là, pour que personne ne soit là, pour que la Terre reste une roche morte, stérile, sans nom, perdue dans un coin oublié de la galaxie. Ce documentaire suit la science telle qu'elle est aujourd'hui. Chaque élément présenté repose sur des données réelles, des modèles vérifiés, des publications scientifiques. Pas de fiction, pas d'invention, seulement la vérité. Et la vérité est bien plus stupéfiante que n'importe quelle fiction. Voici ce que vous allez voir. D'abord, la mort des premières étoiles de l'univers. Et pourquoi sans elle, la Terre était impossible. Ensuite, la nébuleuse solaire et sa formation. Puis l'accrétion, ce processus violent et chaotique par lequel des grains de poussière deviennent des planètes entières. Après, le grand bombardement tardif, la période la plus violente de l'histoire de la Terre, puis la collision géante avec Theia, l'impact qui a failli tout détruire mais qui a créé notre Lune, ensuite la formation des océans et de l'atmosphère primitive. Et enfin, comment ces conditions ont rendu possible l'apparition de la vie. Tout cela en 4,5 milliards d'années d'histoire. Commençons. Pour comprendre la naissance de la Terre, il faut d'abord comprendre quelque chose de paradoxal. La Terre est née de la mort d'autres étoiles. L'univers avait environ 9 milliards d'années quand notre histoire commence. 9 milliards d'années d'étoiles naissant, vivant, mourant, explosant. Chaque explosion, chaque supernova projetait dans l'espace des atomes lourds, du carbone, de l'oxygène, du fer, du silicium, du calcium, du magnésium, de l'azote, tous les éléments qui composent la Terre aujourd'hui, tous les éléments qui composent votre corps aujourd'hui. L'univers primitif ne contenait que de l'hydrogène et de l'hélium, c'est tout. Les deux éléments les plus simples de l'univers. Aucun carbone, aucun oxygène, aucun fer, aucun des atomes nécessaires pour construire une planète rocheuse, aucun des atomes nécessaires pour construire la vie. Ce sont les étoiles qui ont tout changé. À l'intérieur des étoiles, sous des températures et des pressions incompréhensibles pour l'esprit humain, la fusion nucléaire transforme l'hydrogène en élément de plus en plus lourd. De l'hélium, du carbone, de l'oxygène, du néon, du magnésium, du silicium et finalement du fer. Le fer est une sorte de terminus métabolique pour une étoile. Quand une étoile massive forme un cœur de fer, elle ne peut plus produire d'énergie. Elle s'effondre sur elle-même. Et dans cet effondrement cataclysmique, une explosion de supernova, elle produit les éléments encore plus lourds. L'or, le platine, l'uranium, l'argent. Et elle projette tout cela dans l'espace, comme une main géante qui disperse des graines dans le vent. C'est ce matériau, ces débris d'étoiles mortes, qui a donné naissance à la Terre. Vous êtes littéralement fait de poussière d'étoiles. Ce n'est pas une métaphore, c'est de la physique. Il y a environ 4,6 milliards d'années, dans un bras spiralé ordinaire de la Voie lactée, une région de l'espace s'enrichit progressivement de ces débris d'étoiles explosées. Un nuage de gaz et de poussière se forme, dense, froid, immense. Les astronomes appellent cela une nébuleuse. Et dans cette nébuleuse, quelque chose va déclencher l'un des processus les plus importants de notre histoire. L'hypothèse de la nébuleuse solaire est aujourd'hui le modèle scientifique le mieux établi pour expliquer la formation de notre système solaire.
Elle fut proposée indépendamment par le philosophe Kant en 1755 et le mathématicien Laplace en 1796. 200 ans plus tard, les données des télescopes et des sondes spatiales lui ont donné une confirmation remarquable. Voici comment cela fonctionne. Un nuage moléculaire, une nébuleuse, est perturbé par quelque chose. Peut être une onde de choc provenant d'une supernova voisine. Peut être le passage d'un bras spiralé de la galaxie. Cette perturbation provoque une légère compression dans le nuage. Cette compression augmente la densité localement. La gravité prend le relais. La gravité est faible, mais inexorable. Elle attire la matière vers les zones de plus grande densité. Plus la densité augmente, plus la gravité augmente. Plus la gravité augmente, plus la matière s'accumule. C'est une réaction en chaîne gravitationnelle. Et parce que le nuage, en s'effondrant, conserve son moment angulaire, un principe fondamental de la physique, il se met à tourner de plus en plus vite, comme une patineuse qui ramène ses bras et accélère sa rotation. En tournant, il s'aplatit. Un disque se forme. Les astronomes appellent cela le disque protoplanétaire. Au centre de ce disque, là où la densité est maximale, la pression et la température montent. Le protosoleil commence à se former. Il faudra encore des millions d'années avant que les températures atteignent environ 10 millions de degrés et que la fusion nucléaire s'enclenche. C'est à ce moment que le Soleil s'allume vraiment, qu'il devient une étoile à part entière, mais autour de lui, dans le disque, quelque chose d'extraordinaire se passe. Les grains de poussière, des particules de quelques micromètres, commencent à se coller les uns aux autres. Ce processus s'appelle l'accrétion. Et c'est le mécanisme fondamental par lequel une planète naît du néant. Imaginez des millions de milliards de grains de poussière orbitant autour du jeune Soleil dans un disque aplati. Certains de ces grains se heurtent et s'agrègent. De petits amas se forment. Ces amas attirent d'autres grains par gravité. Ils grossissent. En grossissant, ils attirent davantage de matière. Plus ils sont gros, plus leur gravité est forte. Plus leur gravité est forte, plus ils captent de matière. C'est un processus qui s'accélère. En quelques centaines de milliers d'années, un clin d'œil à l'échelle cosmique, des objets de quelques kilomètres de diamètre se sont formés. On les appelle les planétésimaux. Ces planétésimaux orbitent le Soleil et continuent de se heurter, de fusionner, de grossir. Certains se fragmentent lors de collisions violentes. D'autres grossissent au point de dominer leur orbite et de capturer les débris plus petits autour d'eux. Ce sont les protoplanètes, des objets de la taille de la Lune, puis de la taille de Mars, puis plus grand encore. La prototerre se forme progressivement dans ce qui sera plus tard la troisième position orbitale autour du Soleil. Mais ce processus n'est pas doux ni régulier, il est violent, brutalement violent. Les impacts sont constants, chaque collision libère une énergie phénoménale. La surface de la prototerre est en fusion permanente. On appelle cela l'océan de magma. Il y a environ 4 milliards 500 millions d'années, la prototerre est une boule de roche fondue. Sa surface ressemble à ce que vous imagineriez comme l'enfer le plus absolu. Des milliers de degrés en surface, des impacts en permanence, une atmosphère dense, toxique, irrespirable. Mais au milieu de ce chaos, quelque chose d'essentiel se produit. Quelque chose qui va déterminer toute la géologie future de la Terre. C'est ce qu'on appelle la différenciation planétaire. Parce que la Terre est entièrement fondue, les éléments les plus denses, principalement le fer et le nickel, plongent vers le centre. Ils forment le noyau de la Terre. Un noyau de fer liquide au centre duquel cristallise progressivement une graine de fer solide. Ce noyau de fer est capital, parce qu'en tournant, il va générer un champ magnétique autour de la Terre. Ce bouclier invisible qui protège aujourd'hui la vie des rayonnements solaires mortels. Sans lui, pas d'atmosphère stable. Sans atmosphère stable, pas de vie. Pendant que le fer plonge, les éléments moins denses remontent. Les silicates forment le manteau. Les matériaux les plus légers forment la croûte. La structure en couches concentriques de la Terre, noyau interne, noyau externe, manteau, croûte, se met en place pendant ces premiers millions d'années. Mais la Terre n'est pas encore terminée. Pas du tout. Une catastrophe est en route. Il y a environ 4 milliards 500 millions d'années, dans le même disque protoplanétaire autour du jeune Soleil, une autre protoplanète s'est formée. Les scientifiques lui ont donné le nom de Theia, en référence à la déesse grecque, mère de Sélénée, déesse de la Lune. Theia avait environ la taille de Mars, un tiers du diamètre de la Terre actuelle, environ 10% de sa masse. Elle orbitait autour du Soleil sur une trajectoire proche de celle de la prototerre. Et pendant des millions d'années, les perturbations gravitationnelles, notamment de Jupiter, ont progressivement déstabilisé l'orbite de Theia.
La rencontre était inévitable. Voici ce que les modèles numériques nous disent de cet impact. La collision s'est produite à une vitesse d'environ 20 à 40 km par seconde. C'est 72 000 à 144 000 km par heure. L'énergie libérée était des milliards de fois supérieure à celle de toutes les armes nucléaires humaines réunies. L'impact n'était pas frontal. Les simulations suggèrent un impact oblique, un coup tangentiel, ce qui explique pourquoi la Terre a survécu et pourquoi une grande quantité de matière a été projetée en orbite plutôt qu'absorbée. En quelques heures seulement, Theia est déchirée. Son noyau de fer plonge et fusionne avec celui de la Terre. Sa croûte et son manteau sont vaporisés et projetés dans l'espace sous forme de nuages de débris en fusion. La Terre elle-même est partiellement vaporisée. Une partie de son manteau est éjectée en orbite. Ce nuage de débris en orbite autour de la Terre, roches fondues, gaz, vapeur minérale, va progressivement s'agréger. En quelques dizaines de millions d'années, il va former la Lune. C'est ce qu'on appelle l'hypothèse de l'impact géant. Proposée en 1975 par les planétologues William Hartmann et Donald Davis. Aujourd'hui, cette hypothèse est la plus largement acceptée parmi les scientifiques pour expliquer l'origine de la Lune. Pourquoi ? Parce qu'elle explique plusieurs faits observationnels difficiles à comprendre autrement. Premier fait, la Lune est anormalement grande par rapport à la Terre. Dans notre système solaire, aucune autre planète rocheuse n'a un satellite d'une taille comparable à sa propre taille. Notre Lune représente environ 1% de la masse de la Terre. C'est colossal pour un satellite. Deuxième fait, la composition de la Lune est presque identique à celle du manteau terrestre. Pas au noyau, au manteau, ce qui est exactement ce qu'on attendrait si la Lune s'était formée principalement à partir des débris du manteau terrestre et du manteau de Theia. Troisième fait, la Lune est remarquablement pauvre en fer. Si elle s'était formée indépendamment, elle devrait avoir un noyau de fer proportionnel. Elle n'en a presque pas, parce que son noyau de fer a fusionné avec celui de la Terre lors de l'impact. Quatrième fait, les roches lunaires, ramenées par les missions Apollo, présentent des isotopes quasi identiques aux roches terrestres, ce qui suggère une origine commune. L'hypothèse de l'impact géant prédit exactement ces observations. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une confirmation. Mais les conséquences de cet impact vont bien au-delà de la simple création de la Lune. Cet impact a également modifié l'inclinaison axiale de la Terre. Notre planète tourne aujourd'hui inclinée de 23,5 degrés par rapport au plan de son orbite. C'est cette inclinaison qui crée les saisons. Pas la distance au Soleil, l'inclinaison. Et la présence de la Lune en orbite proche a une conséquence supplémentaire capitale. La gravité de la Lune stabilise l'inclinaison axiale de la Terre. Sans la Lune, cette inclinaison oscillerait de façon chaotique entre 0 et 85 degrés sur des millions d'années. Des inclinaisons extrêmes provoqueraient des variations climatiques catastrophiques, des glaciations totales, des déserts équatoriaux brûlants, des oscillations permanentes incompatibles avec le développement d'une biosphère stable. Sans la Lune, sans l'impact de Theia, la vie complexe sur Terre aurait peu été impossible. Juste une petite collision entre deux protoplanètes il y a 4 milliards et demi d'années et nous sommes là, la formation de la Lune ne met pas fin à la violence, loin de là. Il y a environ 4 milliards 100 millions d'années, soit 400 millions d'années après la formation de la Terre, une nouvelle période de chaos s'abat sur le système solaire interne. Les astronomes l'appellent le grand bombardement tardif. Qu'est-ce qui provoque ce bombardement tardif ? La réponse vient de quelque chose de distant et d'apparemment étranger à l'histoire de la Terre, la migration des planètes géantes. Il y a environ 4 milliards d'années, Jupiter et Saturne ont atteint un rapport de résonance orbitale, 2 pour 1. C'est 1, dire que Jupiter accomplissait 2 orbites exactement, pendant que Saturne en accomplissait 1. Cette résonance a eu des effets gravitationnels en cascade. Elle a perturbé les orbites de Neptune et d'Uranus, qui ont elles-mêmes perturbé les ceintures d'astéroïdes et de comètes. Des millions d'astéroïdes et de comètes ont été projetés vers le système solaire interne, vers la Terre, vers la Lune, vers Mars. Les preuves de ce bombardement sont encore lisibles sur la surface de la Lune. Ces grandes plaines sombres que vous voyez sur la Lune, les mers ou marias lunaires, sont les cicatrices de ces impacts géants, des bassins d'impact remplis de lave solidifiée. Sur Terre, l'érosion, la tectonique des plaques et l'activité volcanique ont effacé presque toutes ces cicatrices. Mais les roches lunaires, ramenées par Apollo, ont permis de dater précisément ce bombardement. Les analyses d'argon et de plomb dans ces échantillons montrent que la plupart des grands bassins lunaires se sont formés dans une fenêtre relativement étroite entre 4 milliards 100 millions et 3 milliards 800 millions d'années.
Ce bombardement a été dévastateur pour la Terre. Les impacts les plus grands vaporisaient les océans qui commençaient à se former. Chaque impact majeur renvoyait des quantités colossales de vapeur d'eau dans l'atmosphère. La surface était régulièrement restérilisée par la chaleur des impacts. Et pourtant, la vie est apparue précisément à la fin de cette période. Il y a 3,8 milliards à 3,5 milliards d'années. Certains scientifiques pensent que ce bombardement n'a peut-être pas été que destructeur. Il a également apporté quelque chose, de l'eau, des matières organiques, des acides aminés, l'eau. Cette substance si ordinaire dans notre quotidien qu'on en oublie complètement son caractère extraordinaire à l'échelle du système solaire. La Terre est la seule planète du système solaire avec de l'eau liquide en grande quantité en surface. 70% de la surface terrestre est couverte d'océans d'une profondeur moyenne de 3,8 km. C'est un volume d'eau absolument phénoménal. Mais voilà le problème. La Terre s'est formée dans une région du système solaire où il faisait trop chaud pour que la glace d'eau survive. La ligne des glaces, la distance au-delà de laquelle l'eau peut exister à l'état solide dans le disque protoplanétaire, se trouvait au-delà de Mars, là où se trouvent aujourd'hui les astéroïdes et la ceinture principale. Alors comment la Terre est-elle si riche en eau? C'est l'une des questions les plus débattues de la planétologie moderne. Et la réponse n'est pas encore définitive. 3 hypothèses principales s'affrontent. La première hypothèse est que la Terre a accumulé de l'eau directement lors de son accrétion. Des planétésimaux formés près de la ligne des glaces contenaient de l'eau dans leur composition minérale sous forme d'hydrate, de silicate, de phyllosilicate. En s'agrégeant pour former la Terre, ils auraient apporté une quantité significative d'eau. La deuxième hypothèse, et l'une des plus soutenues actuellement, attribue l'essentiel de l'eau de la Terre aux astéroïdes carbonés de type C. Ces astéroïdes, riches en eau et en matière organique, se forment dans la région de la ceinture d'astéroïdes principale. Des modèles de dynamique planétaire montrent que l'influence gravitationnelle de Jupiter peut dévier des astéroïdes de cette région vers le système solaire interne. Pendant le grand bombardement tardif, ces impacts auraient livré l'essentiel de l'eau terrestre, un argument fort en faveur de cette hypothèse, la composition isotopique de l'eau terrestre. L'eau contient l'hydrogène. L'hydrogène a un isotope lourd, le deutérium. Le rapport deutérium sur hydrogène dans l'eau terrestre correspond très précisément au rapport mesuré dans les météorites carbonées de type CI, les astéroïdes les plus primitifs connus. La troisième hypothèse implique les comètes. Les comètes sont des boules de glace et de poussière provenant des régions froides du système solaire externe. Certaines peuvent avoir été déviées vers le système solaire interne lors des instabilités de migration. Mais les mesures de la composition isotopique de l'eau dans les comètes analysées, jusqu'ici, ne correspondent généralement pas à celles de l'eau terrestre. Leur ratio deutérium sur hydrogène est en moyenne 2 fois plus élevé que celui de nos océans. Cela ne signifie pas que les comètes n'ont apporté aucune eau, mais leur contribution semble limitée. Le consensus actuel penche vers une origine majoritairement astéroïdale pour l'eau des océans terrestres. L'eau de vos océans a voyagé depuis la ceinture d'astéroïdes il y a environ 4 milliards d'années. La Terre primordiale n'avait pas l'atmosphère que vous respirez. Si vous pouviez être transporté sur la Terre il y a 4 milliards d'années, vous seriez mort en quelques secondes. Non pas à cause de la chaleur, bien que la surface soit encore très chaude, mais à cause de l'atmosphère. L'atmosphère primitive de la Terre était composée principalement de dioxyde de carbone, de vapeur d'eau, d'azote, de méthane, d'ammoniac, de sulfure d'hydrogène. Pas d'oxygène libre. Absolument aucun. Comment cette atmosphère primitive s'est-elle formée? En grande partie par dégazage volcanique. Pendant la différenciation planétaire et le refroidissement progressif de la Terre, les volcans en éruption permanente libéraient des quantités considérables de gaz stockés dans les roches. CO2, vapeur d'eau, soufre, azote. Tous ces gaz formaient une atmosphère dense et étouffante. Cette atmosphère primitive avait un effet de serre considérable. Elle retenait la chaleur du Soleil et permettait à la Terre de maintenir des températures où l'eau pouvait exister à l'état liquide. C'est paradoxal mais vrai, cette atmosphère toxique et respirable était en réalité ce qui permettait à la future vie de trouver un terrain favorable. Mais il y a un autre paradoxe. Un célèbre paradoxe connu sous le nom du paradoxe du jeune Soleil faible. Il y a 4 milliards d'années, le Soleil était environ 30% moins lumineux qu'aujourd'hui. Selon les modèles climatiques simples, cela devrait signifier que toute l'eau terrestre était gelée. La Terre aurait dû être une boule de glace. Pourtant, les données géologiques montrent que de l'eau liquide existait en surface dès 4 milliards 400 millions d'années. Comment? La réponse est précisément cette atmosphère riche en CO2 et méthane. L'effet de serre
amplifier la chaleur solaire bien au-delà de ce que permettrait l'atmosphère actuelle. Cette atmosphère primitive, aussi hostile qu'elle était, maintenait la planète suffisamment chaude pour que l'eau reste liquide malgré un soleil moins lumineux. Les preuves en sont les zircons de Jack Hills. Les zircons sont des minéraux extrêmement résistants. Ils peuvent survivre des milliards d'années sans altération significative. Et ils piègent en se formant des informations sur les conditions de leur environnement. Les plus anciens zircons connus, découverts dans la région de Jack Hills en Australie occidentale, datent de 4 400 millions d'années. Leur composition isotopique indique qu'ils se sont formés en présence d'eau liquide. La Terre avait de l'eau liquide en surface seulement 150 millions d'années après sa formation. C'est un chiffre vertigineux. Mais l'atmosphère n'allait pas rester toxique pour toujours. Un changement radical allait tout transformer. Il y a environ 2 400 millions d'années, un événement extraordinaire se produisit. La concentration d'oxygène dans l'atmosphère terrestre augmenta brusquement, pas un peu, considérablement. C'est ce que les géologues appellent la grande oxydation. Et la cause ? La vie elle-même. Des milliards d'années auparavant, environ 3 500 millions d'années, des organismes microscopiques avaient développé une capacité révolutionnaire, la photosynthèse. Ces organismes, les cyanobactéries, apprirent à utiliser la lumière du soleil, le CO2 de l'atmosphère et l'eau des océans pour produire de l'énergie. Et le sous-produit de ce processus, l'oxygène. Pendant des centaines de millions d'années, les cyanobactéries produisirent de l'oxygène. Mais cet oxygène était immédiatement absorbé par les roches, les minéraux et les ions de fer dissous dans les océans. Les océans primitifs contenaient d'énormes quantités de fer dissous. L'oxygène produit réagissait immédiatement avec ce fer pour former des oxydes de fer, de la rouille qui précipitait au fond des océans. On peut encore voir les traces de ce processus dans des formations géologiques appelées formations de fer rubané. Ces strates de roches rouges alternées de gris, présentes sur tous les continents, sont les archives géologiques de cette période. Elles représentent la quantité phénoménale d'oxygène capturée pendant des centaines de millions d'années. Puis, il y a 2 400 millions d'années, les réservoirs de fer des océans s'épuisèrent. L'oxygène n'eut plus rien à capturer. Il commença à s'accumuler dans l'atmosphère. Et cet oxygène, ce gaz vital pour nous aujourd'hui, fut une catastrophe pour la vie de l'époque. Presque toute la vie existante était anaérobie. Elle vivait dans un monde sans oxygène. L'oxygène était un poison pour ces organismes. Certains chercheurs appellent la grande oxydation la première extinction de masse, la plus grande catastrophe écologique de l'histoire de la Terre. Mais de cette catastrophe naquit quelque chose de nouveau. Les organismes capables d'utiliser l'oxygène, la respiration aérobie, avaient accès à une source d'énergie bien plus puissante que la fermentation anaérobie. Ils explosèrent en diversité. Et progressivement, au fil de milliards d'années, l'atmosphère terrestre devint celle que nous connaissons. 21% d'oxygène, 78% d'azote, avec une trace de CO2 et d'autres gaz. Cette atmosphère s'accompagnait d'une autre protection capitale, l'ozone. L'ozone est formé par les rayonnements UV qui transforment l'O2 en O3. Cette couche d'ozone dans la stratosphère absorbe la quasi-totalité des rayonnements UV solaires les plus dangereux. Sans couche d'ozone, les rayonnements UV stériliseraient la surface terrestre. La vie serait confinée aux profondeurs océaniques. L'oxygène produit par la vie a créé la couche d'ozone qui a permis à la vie de coloniser les terres émergées. La vie a transformé sa propre planète pour la rendre habitable pour elle-même. La Terre n'est pas une sphère inerte. C'est une machine thermique en activité permanente. La tectonique des plaques peut être la caractéristique géologique la plus importante de notre planète. La chaleur interne de la Terre, produite par la désintégration d'éléments radioactifs comme l'uranium, le thorium et le potassium, chauffe la roche du manteau. La roche chauffée devient légèrement moins dense. Elle monte vers la surface. En montant, elle se refroidit. En se refroidissant, elle devient plus dense. Elle plonge vers le bas. Ce sont des cellules de convection dans le manteau. Ce mouvement entraîne les plaques tectoniques qui flottent au-dessus du manteau. La croûte terrestre est divisée en une vingtaine de plaques majeures. Ces plaques bougent, se heurtent, s'écartent, glissent les unes sous les autres. Quand deux plaques s'écartent, du magma remonte des profondeurs et forme une nouvelle croûte océanique. C'est ce qui se passe en ce moment au niveau de la dorsale médio-atlantique, une chaîne de montagnes sous-marines longue de 65 000 km. Quand une plaque océanique rencontre une plaque continentale, la plaque océanique, plus dense, plonge sous la plaque continentale. C'est une zone de subduction. Et c'est là que se forment les volcans, les séismes et les fosses océaniques comme la fosse des Mariannes. Quand deux plaques continentales se heurtent, aucune ne plonge sous l'autre. Elles se froissent comme une nappe qu'on pousse. Et des chaînes de montagnes se forment.
L'Himalaya s'est formé ainsi, lors de la collision entre l'Inde et l'Eurasie qui dure depuis 50 millions d'années. La tectonique des plaques régule le cycle du carbone sur le long terme. Quand du calcaire fait de CO2 capturé par des organismes marins est entraîné dans les zones de subduction, ce CO2 est renvoyé dans l'atmosphère par les volcans. C'est un thermostat naturel de la planète. Quand le CO2 atmosphérique est trop élevé, l'érosion chimique des roches augmente, capturant davantage de CO2. Quand il est trop faible, l'activité volcanique le rééquilibre. Ce thermostat tectonique a maintenu la Terre dans un état habitable pendant des milliards d'années, malgré les variations d'intensité du Soleil. Vénus, notre voisine, semble ne pas avoir de tectonique des plaques actives. Son atmosphère est un enfer de CO2 à 465 degrés Celsius. Ce n'est peu, être pas une coïncidence. Toute cette histoire, les étoiles mortes, la nébuleuse, l'accrétion, les impacts catastrophiques, les océans, l'atmosphère, tout cela a mené à un moment unique. L'apparition de la vie. Il y a environ 3 milliards 800 millions d'années, peut être même 4 milliards selon certaines données controversées, les premières molécules capables de se reproduire apparurent dans les océans terrestres. Comment ? C'est encore l'une des grandes questions non résolues de la science. Nous savons que la vie est apparue. Nous ne savons pas encore exactement comment, mais plusieurs éléments sont aujourd'hui bien établis. Premier élément, les briques de base étaient là. L'expérience de Miller-Urey, réalisée en 1953, fut une révélation. Stanley Miller et Harold Urey recréèrent en laboratoire les conditions de l'atmosphère primitive, méthane, ammoniac, hydrogène, vapeur d'eau, et y appliquèrent des décharges électriques simulant la foudre. En quelques jours, ils obtinrent spontanément des acides aminés, les briques fondamentales des protéines, les constituants de base de toute vie connue. Deuxième élément, les sources hydrothermales comme berceau. La théorie des sources hydrothermales alcalines, proposée par le géologue Mike Russell, est aujourd'hui l'une des plus soutenues. Ces sources du fond océanique produisaient des gradients de pH entre l'eau chaude alcaline et l'eau de mer acide primitive. Ces gradients créaient une force motrice naturelle exactement similaire à celle qu'utilisent aujourd'hui toutes les cellules vivantes pour produire leur énergie. Troisième élément, l'ARN avant l'ADN. La question de la poule et de l'œuf de la biologie, l'ADN stocke l'information pour fabriquer les protéines. Mais fabriquer l'ADN nécessite des protéines. Qu'est-ce qui est venu en premier ? La théorie du monde ARN propose que l'ARN, un cousin de l'ADN, a joué les deux rôles à la fois. L'ARN peut stocker de l'information génétique et catalyser des réactions chimiques. Des ARN autoréplicants auraient pu être les premières molécules de la vie. Avant l'ADN, avant les protéines. Quatrième élément, les météorites, on peut être aidé. La météorite de Murchison, tombée en Australie en 1969, contenait plus de 80 acides aminés différents. Des nucléobases, des sucres, des molécules organiques complexes. Les analyses de la sonde Hayabusa 2 sur des échantillons de l'astéroïde Ryugu ont confirmé la présence d'acides aminés et de toutes les bases nucléiques de l'ADN et de l'ARN. Les briques de la vie existaient dans l'espace avant même qu'une planète habitable se forme. Ce n'est pas parce que nous ne comprenons pas encore le mécanisme précis de l'apparition de la vie que ce mécanisme est mystérieux ou surnaturel. C'est parce que nous n'avons pas encore regardé avec les bons instruments au bon endroit. Et les découvertes récentes vont dans un sens clair. La vie n'est pas un accident cosmique extraordinairement improbable. Elle semble être une conséquence naturelle des propriétés de la chimie du carbone dans les bonnes conditions. Voici ce que vous avez appris dans cette vidéo. La Terre est née d'un nuage de gaz et de poussière il y a 4 milliards 600 millions d'années. Ce nuage contenait les débris de générations d'étoiles mortes avant le Soleil. Ce nuage s'est effondré sur lui-même sous la gravité, s'est mis à tourner, s'est aplati en disque. Le Soleil s'est formé au centre, les planètes dans le disque autour de lui. Des grains de poussière se sont agrégés en planétésimaux, des planétésimaux en protoplanètes, des protoplanètes en planètes. La prototerre s'est différenciée, son noyau de fer au centre, son manteau de silicate autour, sa croûte légère en surface. Une protoplanète de la taille de Mars, Theia, l'a frappé dans un impact d'une violence inimaginable. De cet impact est née la Lune, et l'inclinaison qui crée nos saisons. Le grand bombardement tardif a martelé la surface terrestre pendant des centaines de millions d'années. Mais il a aussi livré une grande partie de l'eau des océans. Les volcans ont dégazé une atmosphère primitive, toxique, mais suffisamment chaude pour maintenir des océans liquides. Dans ces océans, les premières molécules autoréplicantes sont apparues. Les premières cellules, les premières cyanobactéries. Pendant 2 milliards d'années,
Ces micro-organismes ont photosynthétisé. Ils ont rempli les océans de fer oxydé, puis l'oxygène a commencé à s'accumuler dans l'atmosphère. La grande oxydation a tué la plupart des formes de vie primitives, mais elle a ouvert la voie aux organismes aérobies, à la vie complexe, aux plantes, aux animaux, à vous. La tectonique des plaques a recyclé les éléments à l'échelle planétaire. Elle a régulé le CO2. Elle a maintenu la Terre dans un état habitable pendant des milliards d'années. Chaque étape de cette histoire aurait pu se passer différemment. Si la nébuleuse n'avait pas eu la bonne composition, si l'impact de Theia ne s'était pas produit sous le bon angle, si la grande oxydation avait été plus rapide ou plus lente, si la tectonique n'avait pas fonctionné. Et pourtant, tout s'est passé dans le bon ordre, au bon moment, avec les bonnes proportions, pour que vous soyez là, aujourd'hui, en train d'écouter cette histoire, la vôtre. Votre planète a 4 milliards 600 millions d'années. Elle a survécu à tout, elle a tout transformé. Elle méritait peut-être qu'on comprenne enfin comment elle est née. Si cette vidéo vous a plu, soutenez-nous en vous abonnant à la chaîne,